La Seconde Guerre mondiale fut le théâtre de nombreuses actions, opérations et atrocités. Nombreuses d'entre elles nous sont contées durant notre cursus scolaire, mais certaines ne figurent pas dans nos manuels. Pour vous, nous allons vous présenter une mini-série au travers de 5 épisodes, 5 faits sur lesquels nous faisons l'impasse dans notre scolarité. Bienvenue dans Mémoire déclassée, la série qui éclaire les faits survolés par le programme scolaire. Dans ce pilote, nous allons aborder la situation militaire en Afrique du Nord, notamment au travers de la Deutsche Afrikakorps. La résistance française à l'ouest de ce continent fut rapidement balayée en raison de la récente défaite française face à l'Allemagne en juin 1940. Cependant, le Royaume-Uni, seule puissance européenne à tenir tête à l'Axe lors de cette période, mettait à mal les forces italiennes dans leur tentative d'expansion à l'est, notamment à Sidi Barrani, ville égyptienne tombée aux mains des Italiens le 16 septembre 1940 et reprise par les Britanniques le 8 décembre. Cette date marque le début de l'opération Compass, durant laquelle les Britanniques repoussent les Italiens jusqu'à baie d'Afom, où ces derniers se rendent le 9 février 1941. Dans les jours qui s'ensuivent, les soldats italiens se font aider par une nouvelle force armée allemande, la Deutsches Afrikakorps, dirigée par Erwin Rommel. Apprécié de la population allemande et utile au ministère de Goebbels, Rommel incarnait véritablement le génie militaire. Né en 1891, il participe à la Première Guerre mondiale et va être décoré de l'Ordre pour le mérite. Durant l'entre-deux-guerres, il sympathise avec le national-socialisme et est nommé commandant d'un bataillon de chasseurs. Il est bien vu d'Hitler et après avoir pris le commandement de la garde personnelle d'Hitler en 1939, il est en 1940 commandant de la 7e division blindée pendant la campagne de France. Faisant preuve d'un réel génie militaire lors de manœuvres tactiques, il est nommé par Hitler commandant de l'Afrikakorps en 1941. Très proche des valeurs et des règles de la guerre, il fut l'une des rares figures de l'armée allemande à n'avoir commis aucun crime de guerre ou crime contre l'humanité. De plus, il entretenait une certaine proximité avec ses troupes. Il avait donc une assez grande popularité au sein de la population allemande, une popularité qui va lui permettre d'accéder aux funérailles nationales en 1944, après sa mort le 14 octobre, suite à un suicide qui faisait suite à des accusations de responsabilité dans le putsch contre le Führer plus tôt dans l'année, notamment lors de l'opération Valkyrie. Rajoutons que durant la guerre, il rédigea des carnets personnels dans lesquels il écrivit chaque jour. Ça montre le sérieux militaire que Erwin Rommel avait. Surnommé le renard du désert, Rommel faisait preuve d'un sens de l'initiative et de la ruse assez phénoménal qui lui valut une grande renommée chez ses alliés comme chez ses ennemis. Composé de 3 divisions terrestres, dont une blindée et une légère, et comportant lors de sa création quelques 45 000 hommes et 250 chars, son but était de repousser la contre-offensive britannique de l'opération Compass. Cette nouvelle expansion se réalise dans un contexte de future attaque de la Grèce par les Allemands, sous le nom de code d'opération Marita, lorsque les forces du Commonwealth se trouvent partagées entre la défense de celle-ci et de celle de l'Afrique du Nord, Est. Le but secondaire de la DAK, sigle de la Deutsche Afrikakorps, est de traverser l'Égypte pour prendre le contrôle du canal de Suez et ainsi d'avoir une pression économique supplémentaire sur le Royaume-Uni. L'Afrikakorps et Rommel débarquent lors de l'opération Sonnenblume, en français tournesol, en ce début de février 1941 au nord de la Libye, à Tripoli, et le meneur de ces divisions décide de mener offensive sur offensive le plus tôt possible. La DAK prend la ville d'El Agheila le 24 mars et continue de longer la côte méditerranéenne sur la Via Balbia, en direction de Tobrouk, port stratégique pour les troupes britanniques. Le siège de cette ville dure presque 8 mois, lors desquels Rommel cause des dégâts considérables aux blindés alliés dans la passe d'Al-Faya. Cependant, la supériorité logistique et numérique de la 8e armée britannique le contraint à lever le siège et à opérer une retraite, grâce à laquelle les Alliés pourront reprendre Benghazi le 16 décembre. Mais les troupes anglaises peinent à communiquer avec leur lointaine base logistique,
ce qui permet la reconquête de la ville par les Allemands le 29 janvier 1942. Rommel décide le 26 mai 1942 de lancer l'offensive qui, il l'espère, lui permettra d'atteindre le canal de Suez après sa reconquête totale de la Cyrénaïque. Il dispose alors de 10 000 véhicules, dont 565 chars, et prend Tobrouk en moins d'un mois, le 21 juin, ce qui le convainc que la conquête de l'Égypte est quelque chose d'envisageable. Cependant, la 8e armée britannique a reconstitué ses forces et, sous le commandement du général Montgomery, elle est capable d'opposer à la DAC une résistance qui l'a fait flancher par 3 fois, durant la première et la seconde bataille d'El Alamein et la bataille d'Alam El Alfa, entre le 1er juillet et le 3 novembre 1942. L'indisponibilité de Rommel, due à des problèmes de santé, a déstabilisé la chaîne de commandement de l'Africa Corps et, à son retour sur le front, ce dernier retrouve une armée affaiblie et presque à genoux. Il n'a d'autre choix que de se replier face à la surpuissante présence britannique, car le rapport de force est en tout point à son désavantage. Et il n'a aucune confiance en les troupes italiennes, qu'il méprise profondément et n'hésite pas à sacrifier pour assurer aux troupes allemandes du temps supplémentaire pour fuir en sécurité. Cette retraite désespérée vers la Tunisie fait perdre aux forces de l'Axe toute leur conquête en Afrique du Nord, et le temps leur est compté puisque leur fuite, qui durera jusqu'au 22 janvier 1943, coïncide avec la préparation des débarquements sur les côtes sud des pays européens, comme par exemple l'opération Anvil Dragoon en Provence. L'Afrique du Nord se mue donc en 1943 en une arrière-base pour les puissances alliées qui se font de plus en plus présentes sur ce sol, grâce notamment à l'opération Torche, débarquement des soldats alliés dans les colonies françaises, Maroc et Algérie, dès le 8 novembre 1942. Les derniers éléments de la DAC, qui ne sont à présent constitués que de 32 chars, ainsi que les troupes italiennes se retrouvent donc prises au piège entre la 8e armée de Montgomery à l'est et les préparatifs alliés des futurs débarquements à l'ouest. Rommel a conscience que la victoire n'est plus possible, et met alors en place une stratégie défensive, alors que toute sa stratégie des mois précédents était celle de la Blitzkrieg, basée sur des offensives rapides et extrêmement agressives, mêlant forces terrestres et aériennes. Mais à cette période de la guerre, il ne peut plus se déplacer, faute d'effectifs, et sa maîtrise du ciel est pratiquement nulle. Hitler lui ordonne cependant de lancer des contre-offensives, mais Rommel s'y refuse et, sa situation se détériorant, le surnommé Renard du désert quitte son commandement. Les troupes de l'Axe, en Afrique du Nord, sont donc obligées de résister jusqu'au 13 mai, sans possibilité de rapatriement, avant d'être faites prisonnières par les Alliés. Quelques 300 000 soldats italiens ne peuvent donc plus protéger le front sud de l'Axe, particulièrement menacé, et, couplé à la situation allemande désastreuse sur le front de l'Est, cette perte dans les rangs de leurs alliés est une erreur stratégique mortelle. La dégradation de cette situation en faveur des Alliés nous montre à quel point les velléités des puissances de l'Axe sont bien trop grandes pour leurs propres moyens. Il est clair qu'on peut dire que Rommel et ses troupes ont subi le climat désertique du Sahara. Les tanks allemands n'étaient clairement pas conditionnés à un milieu pareil, à un milieu sableux, à un milieu sec. Et bien sûr, ça s'est traduit par des pannes, on peut parler des surchauffes, ou encore de l'encrassage des fils aériens. Ces problèmes techniques rendirent plus difficile l'avancement des troupes allemandes et les mouvements tactiques. Nous pouvons même dire que le climat était le deuxième ennemi des troupes allemandes, après les Britanniques. De plus, le climat désertique n'était pas seulement sec, il était aussi très chaud. Au beau milieu du Sahara, sans ombre, les températures pouvaient atteindre facilement 50 degrés. Avancer dans un tel climat sous de telles températures, c'était bien sûr pas chose aisée pour les troupes allemandes. Cela affectait beaucoup le moral des troupes, et notamment des conducteurs de chars. Les cabines pouvaient atteindre plus de 60 degrés à l'intérieur, c'était une véritable fournaise. Bien sûr, avancer dans telles conditions nécessitait beaucoup de ressources, d'énergie. Les véhicules allemands étaient très gourmands en essence, et les rations des hommes venaient vite à manquer. L'approvisionnement était donc capital à l'avancée de l'Africa Corps, et c'était la bête noire de Rommel. En effet, il y eut plusieurs pénuries, notamment d'essence, et cela stoppa net les avancées des troupes allemandes.
Bien sûr, l'approvisionnement était loin d'être facile, c'était même très compliqué. Il était obligatoire de rejoindre une côte, étant donné que le ravitaillement arrivait par navire. Les Allemands pouvaient donc faire plusieurs milliers de kilomètres afin d'atteindre une côte. Les batailles au sein du désert, au milieu du Sahara, ne sont en rien comparables aux autres batailles. En effet, dans un paysage désertique, avec aucun relief, il était très difficile de tenter des embuscades ou même d'avoir un quelconque plan stratégique. Mais pourtant, c'est ce paysage qui a donné la renommée de Erwin Rommel et de son surnom, le renard du désert. En effet, c'est là où il a fait parler son génie militaire, en s'appropriant ces paysages à première vue inexploitables. Il a adapté d'abord les camouflages des chars à l'environnement. En les recouvrant d'huile ainsi que du sable, ils se fondaient beaucoup plus dans l'environnement désertique. C'est finalement leur idéologie trop expansionniste qui finit par les annihiler et leur volonté du tout ou rien qui épuise leurs forces. Il est, pour les hauts placés de ces régimes, possible de compter sur le génie militaire de quelques généraux pour redresser des situations catastrophiques, mais, comme nous le montre cet épisode de l'histoire, la démesure idéologique se heurte inexorablement à la réalité des conjonctures militaires et humaines que même un grand stratège ne peut négocier.